Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Hier samedi, en visite d'amitié de travail au Gabon, le chef de l'État Alassane Ouattara est rentré à Abidjan dans la soirée. Le président de la République et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba se sont félicités du bon niveau de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. À suivre le point de cette visite avec notre reporter Jérôme Kofi Abola. À suivre également dans cette édition l'hommage des populations de Yakassé à Tobrou dans la région de Lamé au chef de l'État Alassane Ouattara. Les raisons de cet hommage sont multiples. Actions de développement, infrastructures routières, éducation et formation. La cérémonie présidée par Patrick Hachi, le Premier ministre. En Inde, 11 personnes sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État septentrional du Punjab. 4 personnes ont en outre été hospitalisées à la suite de cet accident. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Ce 13 h, nous parlerons dans le cadre de votre magazine du dimanche, de santé infantile. Nous parlerons, de vaccination. Faire vacciner les enfants, c'est les protéger, de toutes sortes de maladies. Chaque année, la semaine africaine de la vaccination est commémorée par l'Organisation mondiale de la santé à travers, tous les pays africains. Et en Côte d'Ivoire, nous évoluons dans cette commémoration qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui. Nous parlerons également de l'introduction, d'une deuxième dose de vaccin injectable contre la poliomyélite. Nous ferons le tour de tous ces sujets avec notre invité, le professeur Daniel Ekra, qui est avec nous sur ce plateau. Le professeur Daniel Ekra, directeur du programme élargi de vaccination, en abrégé PEV. Professeur Ekra, bonjour et merci de votre présence sur ce plateau. Bonjour, monsieur Guivet. Alors, nous prendrons plaisir à vous retrouver dans une demi-heure pour justement aborder toutes ces questions, citées plus haut. Regardons ensemble, juste avant cet entretien, ce qui fait l'actualité sur le plan institutionnel. Nous le disions à l'instant, il s'agit bien sûr du retour du président de la République Alassane Ouattara du Gabon. Le chef de l'État Alassane Ouattara est rentré à Abidjan après 24 heures passées en terre gabonaise. Il y était dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Au cours de cette visite, le président de la République Alassane Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba se sont félicités du bon niveau de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Jérôme Kofi Abola. 24 heures, temps tout à fait suffisant pour les présidents ivoiriens et gabonais de se parler. Les échanges se sont déroulés à Libreville à l'occasion d'un déplacement du président Alassane Ouattara ce samedi dans la capitale gabonaise. Il s'agit précisément d'une visite d'amitié et de travail à l'invitation du président Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont saisi cette opportunité pour parler coopération avec un accent particulier mis sur les problèmes d'environnement. Cette visite est une visite d'amitié, une visite fraternelle et bien évidemment, cela nous donne l'occasion d'échanger sur les questions relatives à la coopération entre la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire. Et sur ce point, j'ai pu vous dire que les choses se passent bien. D'ailleurs, le président Ali Bongo a tout à l'heure instruit le Premier ministre gabonais d'avoir une séance de travail avec ma délégation pour préciser un certain nombre de points, notamment la prochaine rencontre de la grande commission mixte qui permettra de prendre des décisions sur un certain nombre de dossiers. Mais il faut dire que la chose la plus importante sur laquelle je voudrais insister, c'est la question d'environnement. Et féliciter le président Bongo pour le One Forest Summit qui a donné un éclat particulier aux conséquences de cette situation de la pollution générale dans le monde sur le continent et ses conséquences, et en même temps dire à quel point le poumon, qui est donc la forêt gabonaise, la forêt équatoriale, contribue à alléger les choses. Cette visite a également permis au président Alassane Ouattara d'aborder la question de la monnaie unique de la zone franc. La monnaie ouest-africaine qui devra être mise en œuvre. Nous avons des discussions importantes à ce niveau, que ce soit avec les chefs d'État ou la Commission elle-même ou le Conseil des ministres. Évidemment, nous avions fait des progrès pour les convergences.
Parce que pour que nous ayons une monnaie commune, il faut que les économies soient convergentes en matière d'inflation, en matière de croissance, en matière de déficit. Et un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient rempli quasiment tous les critères en 2020. Bon, mais évidemment, avec la Covid, tout cela s'est effondré, surtout dans les autres pays qui ont des monnaies à taux de change flexibles. Et ceci a créé des déficits importants, des taux d'inflation donc élevés. Et en raison de tout cela, personnellement, je ne pense pas que l'éco puisse être mise en place avant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord cette convergence. Autant cette convergence se fait au niveau des pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont une monnaie commune, qui ont une bonne discipline budgétaire et des taux d'inflation limités à 10% au maximum pour la plupart, mais cela n'est pas le cas d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait cette convergence et c'est à partir de là que l'éco pourrait être mise en place. Peut-être une solution serait de laisser les pays qui remplissent les critères de mettre en place l'éco en attendant que les autres puissent venir. À son arrivée à Libreville, la capitale gabonaise, c'est dans une ambiance chaleureuse et de convivialité que le président Alassane Ouattara a été accueilli. Pour le président ivoirien, cela est à mettre au compte des relations fraternelles que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis des décennies. Et deuxième titre de ce journal, à plusieurs kilomètres d'Abidjan, dans la région de Lamé, les populations de Yakassé à Tobroux ont célébré le président de la République Alassane Ouattara. Les raisons de cet hommage sont multiples. Infrastructures routières, éducation, formation, les actions de développement engagées par le chef de l'État dans ces différents secteurs, de même que la nomination de nombreux cadres dans les hautes sphères de l'administration. Cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Franck Quadio pour le reportage. La place Laurent Gbagbo de Yakassé à Tobroux, région de Lamé, plaide à rabord. Les populations sorties en masse pour un accueil chaleureux au Premier ministre Patrick Achi, d'ailleurs, fils de la région, et ce jour est choisi pour une célébration hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Par son lobbying, le président de la République a pris à cœur la situation de notre localité et a décidé d'agir favorablement. Population de Yakassé à Tobroux, jetons un coup d'œil dans le passé, il y a 10 ans. Oui, qui eût cru que nous serons à un tel niveau de développement socio-économique et infrastructurel? Yakassé à Tobroux était un tout petit village. Les infrastructures routières, administratives, sanitaires et éducatives sont notables ici. Les populations de Yakassé à Tobroux et le peuple voisin de Bétier, Aké et Agny, par la voix de leur porte-parole, notent la pertinence de ces acquis de développement, expression de la vision plurielle du chef de l'État. Mais pourquoi donc? Pourquoi nous, population de Yakassé à Tobroux, avons décidé de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République? Pour répondre à cette interrogation, je dirais que le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est celui qui a sorti le département de Yakassé à Tobroux de sa léthargie et l'a placé sur les rails du développement après que les filles et les fils du département de Yakassé à Tobroux aient été pendant des dizaines d'années, dans l'attente du bien-être et du mieux-vivre. Yakassé à Tobroux fait donc le bon choix. C'est, selon la marraine Kandia Kamara, ministre d'État, celui de la cohésion entre les fils et forces vives. Et puis je vois aujourd'hui la ville de Yakassé à Tobroux. Quelle belle ville. Donc je comprends votre joie. Oui, vous avez raison d'exprimer votre joie. Mais vous avez raison aussi de remercier la personne grâce à qui cela est aujourd'hui. J'ai coutume de le dire, la reconnaissance est une vertu divine. Dieu même demande qu'on soit reconnaissant. Aujourd'hui,
Vous exprimez votre reconnaissance au président Alassane Ouattara. Moi, je vous remercie pour cela. Merci, chère population de Lamé. Merci, chère population de Bétier. Le choix du développement, mais aussi le choix des hommes, le Premier ministre insiste sur la mobilisation, car les enjeux sont ceux de demain. La Côte d'Ivoire a la chance. Restons donc mobilisés et unis derrière des équipes qui gagnent parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut continuer ce développement. Restons derrière une commune et une mairie qui gagnent. Restons derrière un conseil régional qui gagne. Et restons derrière, aujourd'hui et demain, derrière une présidence de la République qui gagne. Alors, nous serons sûrs de continuer ce chemin radieux que les voies du destin ont ouvert pour nous. Et plus que tout au monde, dans toute la région de Lamé, Yakassé Atobrou, qui en a tiré le meilleur parti. Les populations de Yakassé Atobrou, sud-ivoiriens reconnaissantes au chef de l'État, ont fait de nombreux dons. Patrick Hachi, le chef du gouvernement, qui a également procédé à l'inauguration d'un collège de proximité dans le village de Kong-2, dans le département de Yakassé à Tobrou. Ce collège de proximité fait partie des projets achevés dans le cadre de la phase 2 du contrat de désendettement et de développement C2D. On retrouve Franck Quadio. Coupure de ruban symbolique après la découverte de la plaquette inaugurale par le Premier ministre Patrick Hachi. Voici le nouveau collège moderne du village de Kong 2 dans le département de Yakassé à Tobrou, sud de la Côte d'Ivoire. Un collège de proximité financé par la France dans le cadre du C2D. Depuis 2013, nous avons consacré ensemble pour cela 176 milliards de francs CFA, ce qui a permis la construction de 116 écoles primaires et de 82 collèges de proximité comme celui-ci. Il est prévu, d'ici la fin de l'année, le démarrage de la construction de 4 autres nouveaux collèges dans votre région, qui permettra d'offrir 2560 places supplémentaires. La coopération française qui s'enhardit alors dans la région à la grande satisfaction des populations dont le porte-parole salue le dynamisme aux côtés des autorités ivoiriennes. Car si aujourd'hui, plus de 500 collèges construits par le C2D, les conseils régionaux, les communes et les communautés sont opérationnels sur toute l'étendue du territoire, sans compter les écoles primaires dans tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire, cela veut simplement dire que le gouvernement, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a fait sa part. Les collèges de proximité, dans la foulée de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 0 à 16 ans, visent à rapprocher l'école de la communauté. Et cela est réaffirmé par Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, parlant au nom du ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone. Parmi les infrastructures de base favorisant l'éducation des jeunes figure le collège de proximité. Ce concept a été imaginé pour construire des établissements de taille modeste dans les zones reculées, à l'effet de rapprocher l'école des populations rurales, de lutter contre la grossesse en cours de scolarité et l'abandon scolaire, de favoriser une implication de la communauté dans le fonctionnement du collège, de favoriser un meilleur encadrement des enfants par les parents. À juste titre donc, les populations ont traduit au Premier ministre leur reconnaissance en baptisant leur collège moderne du nom de Patrick Hachi, qui pour sa part a rappelé les enjeux de l'érection d'une telle structure éducative dans cette partie du département de Yakassé à Tobrou. Ici, vous touchez du doigt la réalité de cette politique du président Alassane Ouattara, de ce que finalement, à la fin de la journée, la chose la plus importante que l'on puisse accomplir en tant qu'acteur dans le service de l'État, c'est de donner aux enfants le savoir et l'éducation. Le collège moderne Patrick Hachi de Kong 2 est de base 4, c'est-à-dire 4 classes par niveau. Il est fonctionnel depuis la rentrée des classes en cours.
Reportage signé Franck Quadio et Kéré Adama. Regardons à présent à l'installation de clubs genre au sein des universités publiques et grandes écoles. Pour ce qu'il faut savoir concernant justement ces clubs genre, c'est qu'ils travaillent à l'égalité des sexes et à la promotion du genre. 8 clubs genre ont vu le jour dans nos universités publiques et grandes écoles. Le ministre Adama Diawara a annoncé une innovation en faveur des femmes en termes d'hébergement. Didier Nguessan. Promouvoir le genre au sein des universités publiques et grandes écoles. La direction des œuvres universitaires, de la vie associative et du genre a installé à ce jour 8 clubs genre. Il s'agit pour eux d'amener les camarades à adopter définitivement des comportements qui vont avec les réalités, qui ont trait au genre, surtout de lutter contre toutes les violences à caractère sexiste. La représentante de ONU Femmes qui accompagne le projet remet les documents au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En Côte d'Ivoire, ONU Femmes salue le renforcement du cadre légal de l'éducation, avec notamment la loi sur l'école obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, ainsi que les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien pour renforcer l'accès, le maintien, l'achèvement et la performance des filles dans le système éducatif, à la base de l'amélioration des indicateurs de genre du secteur de l'éducation mentionné. Les clubs genre travaillent sur 6 axes appelés coalitions. La violence fondée sur le genre, la justice et droits économiques, la santé, le droit sexuel et reproductif, les actions climatiques, la technologie et les innovations au service de l'égalité et enfin le mouvement et leadership féminin. Nous devons assainir notre milieu en l'exemptant de toutes entraves et barrières relatives au genre. Aborder cette tendance apparaît comme un impératif majeur dont l'atteinte passe par des efforts à entreprendre pour réduire les inégalités et assurer l'autonomisation de la femme. Adama Diawara a annoncé l'assignation progressive aux filles des cités universitaires de Mermoz et Rivera 2. Les acteurs du système éducatif réunis au Centre national des matériels scientifiques à Cocody sont sensibilisés à l'usage de l'application conçue par la direction des orientations et des bourses pour orienter et affecter les élèves en 6e et en classe de seconde. Après la phase pilote qui a connu un franc succès, l'usage général de cette application se fera pour les classes de seconde cette année. Sephora Zegui. Pour réduire le taux de réclamation post-orientation et permettre aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans un établissement public ou privé de leur choix, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation innove avec l'affectation en ligne pour les élèves admis au CEPE depuis 2018. Cette opération qui a atteint 90,18% de taux de réussite en 2020 s'est étendue avec les classes de seconde en 2022 pour une phase pilote dans 5 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette phase, ayant généré un succès de 75%, sera généralisée sur l'ensemble du territoire cette année. La direction de l'orientation et des bourses initie donc une séance de formation et de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif ivoirien. Nous avons décidé de prendre 38 langues locales avec les radios locales aussi, les radios de proximité pour sensibiliser les parents qui ne sont pas forcément alphabétisés. Pour que les parents sachent qu'est-ce qu'il faut faire. Pour orienter son enfant, le parent devra disposer d'un crédit de communication de 200 francs CFA minimum pour l'opération. Un montant qui suscite la polémique. 100 francs là même là. Pour moi, ils n'ont qu'à diminuer même à 100 francs. L'État aussi n'a qu'à nous aider dans ce sens aussi. Le coût du SMS est trop élevé. À mon avis, même 50 francs, on peut aller même jusqu'à 10 francs. Le projet d'affectation et d'orientation en ligne est soutenu financièrement par la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. C'est à ce titre que Madeleine Yao, coordonnatrice du PADGS, se prononce sur la question du coût surélevé du SMS par les parents d'élèves. Je suis d'accord que les téléphonies ne sont pas dans une politique philanthropique, mais en même temps, nous devons allier le gain et le social. Nos parents qui sont à l'intérieur, comment faire en sorte que le montant qui est identifié, d'abord, si on peut le ramener au rabais, on a toujours eu ce débat sans trouver de solution. Au travers de ce système, c'est un marché. C'est des milliers de parents et c'est des milliers de 200. Est-ce qu'au fil des années, ils peuvent
tenir compte de cette fidélité-là et aller au rabais, je pense que le ministère devrait poursuivre dans ce sens-là. En attendant le démarrage effectif des affectations et orientations en ligne en 6e et seconde, les agents de la DOB vont investir les 41 régions éducatives à l'effet d'informer et sensibiliser les parents et acteurs de l'école afin qu'ils s'approprient ce nouveau mécanisme. Un reportage de Sephora Zegui, créé en 1993, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMC en abrégé, a une nouvelle équipe dirigeante depuis le mois de février 2023. Avec à sa tête le président de cette chambre, Bamba Kassoum, l'institution prend un nouveau départ. Elle a lancé ses activités en compagnie des artisans. Laure Goretti, Jean-Marc Djadji. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, a une nouvelle équipe dirigeante depuis février 2023. Avec à sa tête le président Bamba Kassoum, l'institution prend un nouveau départ. Elle lance ses activités ce jour. Au cours de cette mandature, il s'agira pour nous de favoriser l'accès des artisans et des entreprises de métiers au financement, faciliter l'accès des artisans et des entreprises de métiers au marché public et à la sous-traitance, conformément à la loi que nous avons obtenue, qui confère 30% de la commande publique aux artisans. À notre volonté, aucun artisan ne sera laissé pour compte. En attendant cela, nous nous attaquerons aux difficultés déjà connues, à savoir le besoin en renforcement des capacités techniques et managériales des artisans. L'artisanat renferme 245 corps de métier. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME salue ces perspectives qui insufflent un nouveau dynamisme au CNMCI. Cette nouvelle mandature doit-elle insuffler effectivement un nouveau dynamisme au processus de développement, de valorisation et de promotion du secteur de l'artisanat par des actions vigoureuses de création de valeur ajoutée au Made in Côte d'Ivoire et d'emploi, surtout au profit de la jeunesse ivoirienne. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, créée en 1993, est une organisation professionnelle représentative. Elle se veut être une structure de défense des artisans. L'institution est chargée de l'encadrement, de la promotion et du développement de ce secteur qui représente 40% de la population active et 15% du PIB. 1,460 milliard de francs CFA, c'est le budget primitif 2023 du district autonome de la vallée du Bandama, adopté à l'unanimité au cours d'une rencontre qui a réuni en session extraordinaire le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et les conseillers de ce district. Les conseillers ont été mis en mission par Jean-Claude Kouassi pour un développement harmonieux du district autonome de la vallée du Bandama. Soro Corona. Section extraordinaire au siège du district autonome de la vallée du Bandama. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et l'ensemble des conseillers du district planchent sur les activités et le budget primitif de l'année 2023. Après plusieurs échanges, le budget primitif est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le budget a été adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. Et des questions importantes portant sur les études ont été programmées. Et donc je pense que ça augure de bonnes choses pour les populations du district de la vallée du Bandama. D'un montant d'1,460 milliard de francs CFA, ce budget servira à la mise en œuvre de plusieurs chantiers dans le district, à savoir la constitution d'une base de données fiable, la formation des agents, la relance des études et la construction d'infrastructures. Nous allons déjà améliorer notre fonctionnement à travers des séminaires d'information et de formation qui nous permettent de faire en sorte que chaque acteur parmi nous sache exactement ce qu'il a à faire. Nous avons envisagé également d'avoir une banque de données qui nous permette de disposer de tout ce qu'il faut pour poursuivre les études et les améliorer au niveau de notre district. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi exhorte les conseillers à travailler pour la réalisation des différents projets pour le bonheur des populations. Le district autonome de la vallée du Bandama est constitué des régions du Hambol et des Gbeke, des 7 départements, 39 sous-préfectures, dont 28 fonctionnels, 19 communes et 907 villages.
On reste à l'intérieur du pays. En 2020, souvenez-vous, le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait lancé les travaux de bitumage de l'ex-Boisflé-Saint-Fra. Les travaux réalisés à ce jour sont à plus de 95%. Il ne reste que quelques travaux secondaires à terminer avant que cette route soit livrée. Constat fait par notre reporter Léon Brou, qui était en compagnie du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Epiphane Zorobibalo, cadre de la région. Plus de détours de 135 km via Yamoussoukro pour aller de Saint-Fra à Boisflé et vice-versa. Les 45 km entre ces deux villes de la région de la Maraoué, désormais route neuve, donc praticable à souhait. Avant, si je n'ai rien fait, c'est 1h30 pour arriver où je vais en tout cas. Mais maintenant, 20 minutes, j'arrive en tout. Pour autant, la route Saint-Fra-Boisflé réalisée à plus de 95%. Reste quelques travaux secondaires. Le projet a commencé depuis 2021 au mois de mai. Nous tendons vers la fin du projet. Il nous reste encore quelques détails à finaliser pour parfaire la finition du chantier. Possible de livrer l'infrastructure dans le délai de 24 mois pour compter du démarrage effectif des travaux en 2021. Assurance donnée au ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption sur le chantier pour encourager les travailleurs et mesurer de lui-même l'impact de la route Boisflé-Saint-Fra sur l'économie et les populations de sa région. C'était un véritable cauchemar pour les populations pour se déplacer, pour évacuer leur production agricole, évacuer des femmes enceintes. Et à certaines saisons, notamment les saisons pluvieuses, cette voie était quasiment impraticable. Pour faire 45 km, il fallait passer par Yamoussoukro, donc on prenait à peu près 2 heures, 3 heures de route. Aujourd'hui, ce cauchemar est loin, loin, loin derrière nous. Cette reconnaissance, d'autant que la route Boisflé-Saint-Fra s'inscrit dans le cadre du désenclavement voulu par le président Alassane Ouattara. La route neuve Boisflé-Saint-Fra, c'est un investissement public de 35 milliards 500 millions de francs CFA. Elle porte à 300 km le linéaire bitumé du réseau routier de 2671 km pour la région de la Maraoué. Un reportage signé Léon Brou, décédé le 28 février 2023 à Abidjan à l'âge de 70 ans. Le sénateur Manou Bikoeli a reçu l'hommage de ses pairs sénateurs. C'était à la permanence du Sénat d'Abidjan, en présence du président de l'institution, Aoussou Jano Kwadio. Le sénateur Manou Bikoeli était membre de la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Reportage. Ambiance de recueillement à la permanence du Sénat d'Abidjan. Les sénateurs pleurent un des leurs. Le vénérable Manou Bikoeli, arraché à l'affection des siens le 28 février 2023 à Abidjan, à l'âge de 70 ans, le président de l'institution, Aoussou Jano Kwadio, salue la mémoire de l'illustre disparu. Son exemple est tout de suite imité par les sénateurs présents. Parmi eux, des conseillers économiques et sociaux venus exprimer leur solidarité à leur père parlementaire. Né le 5 mars 1953, ancien député, le vénérable Manou Bikoeli fut vice-président de l'Assemblée nationale. Siloué Cagnon, vice-président du Sénat, a salué la mémoire d'un grand serviteur de la nation. Manou Bikoeli a su se distinguer par son fort engagement communautaire. Chers parents, dans cette circonstance particulièrement douloureuse, le président du Sénat voudrait vous assurer de ses prières et de son soutien constant. Les sénateurs vous assurent de leur disponibilité, leur solidarité et leur proximité. Le RSDP, ta famille politique, ne t'oubliera pas. Va et repose-toi de tes œuvres, chers frères. Feu le vénérable Manou Bikoeli a été décoré à titre posthume officier de l'ordre national par le président du Sénat, Aoussou Jano Kwadio. Les honneurs militaires lui ont été rendus par une section de l'armée de terre. Le drapeau de la nation, les insignes de sa distinction ont été remis à sa famille biologique. Feu le vénérable Manou Bikoeli était fort apprécié par ses pairs sénateurs pour son sens élevé de l'analyse des projets de loi, mais aussi pour la qualité des proverbes qui accompagnaient ses prises de position.
Des proverbes qui manqueront assurément au débat au sein du Sénat. Le Sénat de Côte d'Ivoire et son président Jeannot Ahoussou Kouadio saluent la mémoire du grand homme et serviteur de l'État qu'il a été. Et dans l'actualité internationale, en Inde, 11 personnes sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État septentrional du Pendjab. 4 personnes ont en outre été hospitalisées à la suite de cet accident survenu dans la ville de Ludhiana. Une opération de sauvetage serait en cours. À place à présent au magazine de ce dimanche, notre invité, le professeur Daniel Ekra, nous a rejoint dans ce studio. Professeur, merci de nous avoir rejoints. Alors, nous sommes en plein dans cette semaine africaine de la vaccination qui se termine aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement, la semaine africaine de vaccination a commencé le lundi 24 et se termine aujourd'hui, 30 avril. Alors, professeur, en quoi consiste cette semaine? La semaine africaine de la vaccination est une semaine qui a été institué par l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, et il est célébré chaque année dans le mois d'avril, la dernière semaine du mois d'avril, dans tous les pays de la région africaine de l'OMS, notamment les 47 pays. Et donc, il s'agit de mobiliser la population, de sensibiliser la population sur la vaccination et donc faire en tout la promotion de la vaccination dans les pays africains. Une semaine de la vaccination qui ne concerne que les pays africains, c'est bien cela? En fait, cette semaine de la vaccination coïncide aussi avec la semaine mondiale de la vaccination. Mais en Afrique, comme vous le savez, nous sommes affectés par les maladies infectieuses pour lesquelles il existe des vaccins. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la vaccination en Afrique. Et c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2011, a décidé d'instituer et donc de faire une promotion spéciale de la vaccination dans les pays africains. Est-ce à dire que notre continent est encore à la traîne dans la mise en œuvre justement du processus vaccinal infantile? Oui, on peut dire qu'on est quand même à la traîne parce qu'il y a certains pays dans lesquels les couvertures vaccinales vaccinent les 100%, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent sont correctement vaccinés et complètement vaccinés, alors que dans les pays africains, nous, en fonction des pays, les couvertures varient. En Côte d'Ivoire, par exemple, notre couverture tourne autour de 90%. Et donc, il y a 10% des enfants qui, aujourd'hui, n'ont pas encore accès à la vaccination et pour lesquels il faut faire des efforts pour qu'ils puissent être vaccinés. Alors, professeur, cette semaine s'achève aujourd'hui. Vous venez de le confirmer. Combien d'enfants ont été vaccinés au cours de ce processus? Bien, la semaine africaine de vaccination, en fait, est célébrée sur l'ensemble du territoire. Donc, tous les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire ont donc mené des activités dans le cadre de la promotion de la vaccination. Mais nous avons mis un accent particulier sur la ville d'Abidjan, notamment dans 2 communes, la commune d'Abobo et la commune d'Aniama. Et il existe des zones de silence dans ces 2 communes, c'est-à-dire des zones qui sont insuffisamment couvertes par les centres de santé. Et dans ces 2 communes, nous avons réalisé vacciner près de 300 enfants. Alors, en fait, il s'agit, comme vous le savez, le programme de vaccination existe tous les jours. Et donc, les vaccins sont proposés dans tous les centres de santé. Et donc, nous sommes allés dans les communautés, disposer des centres. Et nous avons mobilisé la population, recherché les enfants non vaccinés. Et ce sont les enfants non vaccinés dont je parle actuellement. Des enfants non vaccinés? Voilà, 300 enfants non vaccinés que nous avons pu rencontrer, voir dans les foyers et que nous avons pu vacciner. Et comment se déroule le processus de façon générale sur le terrain? Est-ce qu'il y a une adhésion des populations à ce processus vaccinal? Oui, il y a une bonne adhésion de la population à la vaccination. Et il n'y a pas de réticence particulière à part cette réticence que nous avons connue dans la COVID-19. Mais pour la vaccination des enfants, il y a une bonne adhésion de la population. Et seulement, ce que nous constatons, c'est que les parents démarrent la série de vaccination des enfants, mais ne les terminent pas. Voilà. Il y a d'autres parents aussi qui n'envoient pas du tout les enfants à la vaccination. Et donc, c'est pour cela que cette semaine est bienvenue pour sensibiliser, pour dire que les vaccins existent, que les vaccins sont efficaces et qu'il y a un calendrier de vaccination qu'il faut respecter. Le calendrier de vaccination des enfants est à 6 contacts, notamment à la naissance, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, à 9 mois et à 15 mois. Et à 15 mois. Voilà. Donc, il faut que les parents respectent ce calendrier, notamment lorsqu'ils présentent l'enfant pour la première fois. La vaccination, le rendez-vous prochain est noté dans le carnet. Et donc, il faudrait que les parents
puisse regarder, vérifier que si l'enfant doit avoir son rendez-vous, ou si les parents ne savent pas lire, seulement qu'ils aillent au contact des centres de santé, on leur fera le retour sur la vaccination de leurs enfants. Alors, professeur, je dois vous inviter à suivre cet élément de notre reporter Didier Nguessan qui nous renseigne justement sur cette semaine africaine de la vaccination. Ces nourrices fréquentent régulièrement les centres de santé pour la vaccination de leurs enfants. Au lancement de la semaine africaine de vaccination, elles sont montrées en exemple pour encourager les autres femmes. La vaccination est très importante pour nous, pour nos enfants. Ça permet à l'enfant demain de ne pas tomber malade, l'enfant se porte bien si ces vaccins sont à jour. Pour éviter que l'enfant ait toutes ces maladies, éviter qu'il soit paralysé, il faut faire vacciner l'enfant de 0 à 5 ans. Cette campagne contre les maladies dites évitables par la vaccination concerne les enfants de 0 à 23 mois, les filles de 9 ans et les femmes enceintes. Elle est couplée à la deuxième dose du vaccin anti-polio. Certains de ces enfants ont bénéficié de doses de rattrapage au cours de la période 2020-2022. Mais des millions d'entre eux ne sont toujours pas vaccinés ou sont sous-vaccinés. Afin d'accélérer ces efforts de rattrapage de la vaccination au niveau mondial, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi ainsi que l'ensemble du partenariat du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 lance en 2023 l'initiative Le Grand Rattrapage. Le Grand Rattrapage, c'est maintenant pour tous. Conjuguons nos efforts pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette deuxième dose, elle est une étape cruciale dans la perspective d'obtenir dans les plus proches délais une Côte d'Ivoire exemple de polio pour les générations à venir. Avec l'introduction de la deuxième dose, le nouveau calendrier vaccinal inscrit l'administration de la première dose du vaccin polio inactivé des bébés à 6 semaines, soit 1 mois et demi, et la deuxième dose à 14 semaines, soit 3 mois et demi. Alors, professeur, cette deuxième dose de vaccin contre la polio, nous allons justement en parler dans un instant, mais permettez-moi justement de faire ressortir une question qui revient incessamment. On constate dans cet élément que les parents ont bien conscience de ce qu'il est important, voire nécessaire, de faire vacciner leurs enfants. Mais qu'est-ce qui, selon vous, constitue un frein justement à cette fréquence de vaccination ? Eh bien, je voulais d'abord féliciter les dames qui ont pris la parole dans cet élément et d'ailleurs qui ont été félicitées et récompensées lors de la cérémonie de lancement de la semaine africaine de vaccination. Je pense que les études ont montré dans la plupart du temps qu'il n'y a pas véritablement de frein. Mais souvent, les mamans, par négligence, dans le cadre des études que nous avons menées, par négligence ou par leurs activités qui les occupent souvent pour aller au marché et tout, font que les mamans ne présentent pas les enfants à la vaccination. Mais il n'y a pas une volonté manifeste de dire que je ne vais pas faire vacciner mes enfants, mais ce sont les occupations qui font que les enfants ne vont pas souvent dans les centres de vaccination. Ou aussi, bon, lorsqu'ils arrivent dans les centres de vaccination, quand il y a trop d'affluence qu'elles ne peuvent pas trop attendre, elles préfèrent partir. Et donc, on essaie d'organiser les séances de vaccination de sorte qu'il y ait une certaine fluidité et que les enfants puissent être vaccinés. Alors, professeur, pour en venir à la seconde partie de notre entretien, pourquoi le pays introduit une seconde dose de vaccination injectable contre la poliomyélite ? Eh bien, dans la stratégie de vaccination contre la poliomyélite et d'éradication de cette maladie, il y a deux aspects. D'abord, la vaccination avec le vaccin polio oral, et notamment les 2 doses qu'on met dans les bouches des enfants que tous les parents connaissent bien. Et il y a la vaccination injectable. Et donc, la polio orale permet donc d'interrompre la transmission de la maladie et de faire en sorte que le virus sauvage puisse disparaître dans l'environnement. Et nous sommes à ce stade. Et dans la deuxième phase, il faut remplacer donc ce vaccin polio oral par le vaccin polio injectable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Depuis 3 ans, nous avons introduit, 5 ans, nous avons introduit une dose de vaccin polio injectable. Et cette année, nous passons à une deuxième dose. Donc à terme, le vaccin polio oral va être remplacé par le vaccin polio injectable. Est-ce qu'on pourrait comprendre par justement ce processus que la vaccination orale ne suffit plus pour protéger l'enfant contre la poliomyélite ? Non, c'est pas que ça ne suffit pas. C'est parce que dans la stratégie, on sait
que le vaccin polio oral a des limites. A des limites. Voilà. Il protège très bien, notamment lorsque votre enfant a reçu 3 doses, il est pratiquement vacciné à vie, protégé à vie contre la poliomyélite. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque vous vaccinez dans une population où beaucoup d'enfants n'ont pas accès à la vaccination, que les parents ne présentent pas, le vaccin polio oral qui est donc administré aux enfants est éliminé dans les selles parce que la poliomyélite même c'est une maladie des mains sales. Donc le vaccin peut être éliminé dans les selles et à long terme muter pour être virulent parce que c'est un vaccin qui est seulement inactivé mais pas complètement tué. Ça, le germe n'est pas tué. Et donc c'est ce qui est arrivé dans certains pays où le vaccin qui a été utilisé a muté pour donner des formes virulentes. Et aujourd'hui, on fait face à ces formes de poliomyélite dues au vaccin. Et pour pouvoir mettre fin complètement à la poliomyélite, il faut aller à la deuxième phase avec le vaccin injectable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous rappeler rapidement les cibles, justement, de cette seconde dose ? La deuxième dose de vaccin contre la poliomyélite injectable se fait à 14 semaines. Donc, il y a une première dose qui s'administre à 6 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et demi. Et à 14 semaines, pour la deuxième dose qui vient d'être introduite, c'est à 3 mois et demi. Donc, nous demandons aux parents, et en fait, il ne s'agit pas véritablement de modification complète du calendrier vaccinal, mais c'est un ajout juste de la deuxième dose qui se fera à 3 mois et demi. Alors, pour résumer, un enfant qui a reçu la première dose orale doit également s'attendre à recevoir une seconde dose, mais cette fois-ci injectable. Effectivement. Donc, les enfants vont recevoir les 2 doses qu'on met dans la bouche à 6 semaines et en même temps avoir une injection. Ensuite, à 14 semaines, ils vont avoir aussi les 2 gouttes plus une autre qu'on appelle injection. Et dans le long terme, et ça nous allons le préciser plus tard, avec les directives que nous aurons de l'Organisation mondiale de la santé, à long terme, nous avons donc complètement arrêté la vaccination par voie orale lorsqu'on aura de très bonnes couvertures pour passer à la vaccination injectable. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays en Europe comme en Amérique qui ont déjà éradiqué la poliomyélite il y a plus de des dizaines d'années. Alors une maman peut tout de suite prendre son enfant, l'envoyer dans un centre de santé pour le faire vacciner. Est-ce que le vaccin est disponible partout dans tous les centres de santé ? Oui, le vaccin est disponible et je dirais même que tous les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé. Aujourd'hui, tous les vaccins sont disponibles ? Sont disponibles. Le ministère de la Santé a plus de 3000 centres de santé qui vaccinent par jour, tous les jours ouvrables. Donc les vaccins sont disponibles dans les centres de santé. Il s'agit donc de l'offre de vaccination qui a été considérablement améliorée. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de rupture de vaccin dans les centres de santé. Donc, ce que nous conseillons aux mamans, c'est de présenter les enfants dans les centres de santé avec les carnets et que la vaccination des enfants puisse se faire. Professeur, que faut-il débourser pour justement bénéficier de ce vaccin ? Ce vaccin, est-ce qu'il est gratuit ? Voilà. En fait, je parlerai même de l'ensemble des vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination. Allez-y. Ce sont des vaccins qui sont donnés gratuitement. C'est vrai que les vaccins coûtent quelque chose. Il y a le contribuable qui le paye, l'État le met à la disposition. Mais lorsque vous arrivez dans le centre de santé pour faire vacciner votre enfant, vous ne déboursez rien. Il n'y a donc rien à débourser. Il n'y a rien à débourser, autant pour la poliomyélite que pour les autres vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination qui concerne les enfants de 0 à 2 ans et aussi pour les femmes enceintes qui se font vacciner contre le tétanos. Et pour les filles, les jeunes filles de 9 ans qui sont vaccinées aussi contre le cancer du col de l'utérus. Alors, professeur, très rapidement, pour terminer, votre dernier mot à l'endroit des populations qui vous écoutent. Le dernier mot, c'est de dire aux populations que les vaccins existent. Les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé à travers le pays et nous invitons les parents à faire vacciner les enfants. Le personnel de santé est disponible, motivé. Et donc, nous n'attendons que pour que la vaccination puisse se faire en respectant, bien sûr, le calendrier vaccinal. Et je répète, c'est à la naissance, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi,
9 mois et 15 mois. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. C'est sur ces mots que se referment les pages de cet entretien. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine ce 13h le professeur Daniel Ekra, directeur du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous avons fait le bilan de la semaine africaine de la vaccination qui s'achève ce dimanche, mais aussi de l'introduction d'une deuxième dose de vaccin injectable contre la poliomyélite. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.